Diplômé de relations internationales et d'études latino-américaines, vous avez effectué des travaux de recherche sur le Venezuela. Pourquoi ce choix ? Alors oui, j'ai notamment travaillé un petit peu sur les questions internationales et ce qui m'a intéressé précisément dans le cas du Venezuela, c'était le traitement médiatique, c'est-à-dire qu'on partait du postulat, avant même de poser un débat critique qu'on peut avoir sur la politique de Hugo Chavez, sur est-ce que c'est un dictateur, est-ce que c'est un personnage sulfureux, etc. Alors qu'il a remporté toute une série d'élections dans un cadre démocratique. Donc c'était cet a priori qui m'avait un petit peu fait bondir par rapport à la réalité de la presse française, plus des observations sur le terrain au Venezuela qui m'ont amené à m'intéresser à ce phénomène qu'il faut en plus inclure dans des dynamiques internationales. Aujourd'hui, ce qui se passe au Venezuela, on ne peut pas le cantonner aux frontières du pays. Quel est le bilan de la politique d'Hugo Chavez ? Alors, la situation du pays avant la mort de Chavez, c'est qu'il y a eu une transformation radicale de ce qu'a pu être la politique vénézuélienne, c'est-à-dire la nationalisation d'une partie des richesses, des politiques tournées vers l'éducation, vers la santé, essayer de rendre public ce qu'on appelle les latifundios, c'est-à-dire les grandes propriétés agraires. Et donc il y a eu tout un tas de mesures de ce que Hugo Chavez appelait la révolution bolivarienne pour essayer en tout cas d'avoir une politique de redistribution. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche souvent à Hugo Chavez, de dire qu'il n'a fait que redistribuer le pétrole, mais c'est déjà quelque chose finalement d'essentiel, même si aujourd'hui une bonne partie de l'économie vénézuélienne est encore dominée par le secteur privé. On n'est pas dans un régime de type marxiste. Donc il y a eu tout un tas de séries de transformations, ça c'est au niveau de la politique nationale. Et puis au niveau international, il y a eu quand même une affirmation du Venezuela au niveau international, avec cette volonté toujours de rupture, notamment avec certaines politiques du côté du nord de l'Amérique, notamment des États-Unis, une espèce de volonté de deuxième indépendance. C'est pour ça qu'il y a cette référence à Simon Bolivar, qui était le père des indépendances des pays latino-américains, avec cette idée finalement d'être définitivement indépendant, notamment de la tutelle des États-Unis, une tutelle qui était exprimée par une doctrine élaborée au début du XIXe siècle, qui s'appelait la doctrine Monroe, et qui permettait en tous les cas aux États-Unis d'asseoir une hégémonie qui aujourd'hui, à travers des essais de sciences politiques, d'histoire, est largement démontrée. Les liens qu'on peut avoir dans les relations internationales, les relations entre les nations, c'est l'un des canaux de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a trois manières d'interagir entre les nations. Il y a le commerce, la diplomatie et la guerre. Et donc il est préférable bien évidemment d'utiliser les premiers et avoir des relations avec un certain nombre de pays, ça ne veut pas dire être mis sous la tutelle. Donc voilà. Et à partir du moment où il y a une rupture, comme ça peut être le cas pour tout un tas de pays des relations internationales, c'est bien que là on rentre dans des situations de conflit et d'opposition. Donc relation entre les nations, oui, mise sous tutelle, c'est peut-être ce que refusait d'une certaine manière Hugo Chavez. Quel est votre avis sur le système démocratique mis en place sous Chavez ? Ce qui est intéressant, c'est dans la transformation, ce que Hugo Chavez s'appelait bolivarienne, les institutions vénézuéliennes sont parmi les plus démocratiques au monde, en tous les cas dans la Constitution, si on s'arrête d'un point de vue légal. Et donc il y a ce qu'on appelle la possibilité d'un mandat révocatoire au bout de 3 ans pour un président, c'est-à-dire qu'on peut se mobiliser pour dire qu'on est en opposition avec le président. Alors là, dans le cas de Nicolas Maduro, ça ne se présente pas parce que il a été élu depuis 1 an, mais en tous les cas, ce qui est possible par exemple de faire au Venezuela, de dire qu'à mi-mandat on peut remettre en cause la légitimité d'un gouvernement parce qu'on estime qu'il n'est pas au service de l'intérêt public, et ben c'est pas possible par exemple dans la société française. Donc contrairement un petit peu à tout ce qui est dit de manière rapide et sans aller dans le fond par rapport à cette question démocratique, aujourd'hui les institutions vénézuéliennes sont démocratiques, sachant que la démocratie c'est toujours un horizon, qu'on doit sans cesse s'améliorer, qu'il y a toujours des imperfections, que dans tout un tas de démocraties, il y a des formes de clientélisme qu'on peut dénoncer. Donc il y a tout un tas d'ajustements, mais en tout cas dans la Constitution, cette possibilité de révoquer fait de la Constitution vénézuélienne une des plus progressistes au monde. Que penser des rumeurs autour de la mort d'Hugo Chavez ?
Alors sur la mort d'Hugo Chavez, c'est une thèse qui circule, effectivement, qu'il aurait été assassiné par une puissance étrangère, etc. etc. Moi, je pense que c'est très compliqué à établir, hein. Ça fait partie de on va dire, de ces secrets de l'histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il il a disparu. En revanche, son héritage n'a pas disparu, puisqu'il aura impacté sur l'arrêté de l'Amérique latine. Maintenant, savoir, je ne suis pas dans le secret médical pour savoir ce qui s'est passé. Y a-t-il de grands changements au Venezuela depuis l'élection de Nicolás Maduro? Alors depuis la mort de Hugo Chavez, politiquement il y a une continuité, puisqu'il y a eu des élections suite à son décès qui ont été remportées de justesse par Nicolás Maduro. Et donc il y a une continuité d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, on voit aussi les mêmes lignes s'affirmer. Alors peut-être que s'il y a une grande différence, c'est celle des personnalités. Hugo Chavez était un personnage charismatique qui fait partie peut-être de ces grands hommes du XXIe siècle, avec tout le côté controversé auquel on peut l'assimiler. Et c'est vrai que passer derrière Chavez et essayer de faire du Chavez, c'est assez compliqué. Mais si on s'arrête à la ligne politique, alors Chavez avait été réélu en 2012 et il avait un plan d'action qui allait jusqu'à 2019. Et donc c'est un petit peu la continuité puisque Nicolás Maduro appartient au même camp qu'Hugo Chavez. Donc c'est on va dire la même orientation politique en tous les cas. Qui sont Enrique Capriles Radonsky et Nicolás Maduro, les deux derniers candidats aux élections présidentielles vénézuéliennes de 2013? Alors Enrique Capriles Radonsky, c'est un avocat plutôt on va dire issu de la bourgeoisie. Donc ça c'est dans sa trajectoire personnelle, qui était pas très loin de gagner la dernière élection présidentielle, et il est plutôt proche des milieux d'affaires et libéral dans sa conception de l'État, c'est-à-dire que c'était un véritable opposant idéologique au projet bolivarien d'Hugo Chavez. Donc il répond plutôt, on va dire, à cette idée du Venezuela d'avant Chavez, avec une concentration des richesses, des liens très forts avec le secteur privé. Maintenant, quant à Nicolás Maduro, il est héritier d'une tradition syndicale, il a conduit des bus dans sa carrière. D'ailleurs, une partie de l'opposition lui reproche de ne pas être assez diplômé. Et donc lui, il s'inscrit idéologiquement donc dans cette continuité, en tous les cas pour le moment, de politique de redistribution sociale, de justice sociale, de politique éducative. Donc ce sont deux projets politiques qui sont opposés. Hein. Ce n'est pas la même approche, même si ce qui est intéressant, c'est que le Capriles se revendique d'être de centre-gauche finalement. Et donc on voit bien que il y a eu quand même sous l'ère Chavez un déplacement politique, comme on pourrait dire, un espèce de virage vers la gauche qui a été beaucoup plus important, puisque y compris des candidats de l'opposition sont obligés de se positionner d'une certaine manière à gauche. Donc là, il s'agit véritablement de deux oppositions idéologiques et de deux projets politiques et deux types de réseaux différents. Un qui est plutôt tourné vers le haut, notamment vers les élites, c'est le projet de Capriles, et l'autre plutôt vers le peuple, parce que l'histoire du Venezuela, elle est celle d'une violence notamment des classes dominantes. Elle n'est pas que celle du Venezuela, mais le Venezuela, avec sa transformation de l'économie, le passage d'une économie qui était basée sur le cacao, avec une transition vers une économie essentiellement tournée autour du pétrole, eh bien a fait qu'il y a eu une oligarchie à un moment donné qui contrôlait une partie des richesses. Donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment elles sont redistribuées. L'enjeu économique, mais avec quel dispositif et candidat politique. Globalement, les Vénézuéliens sont-ils satisfaits de la politique de Nicolás Maduro? Alors les Vénézuéliens, ils sont, on va dire, 28 millions, donc c'est difficile de dire les Vénézuéliens sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits. On pourrait penser qu'aujourd'hui, en France, où notre président est à 16% d'opinion favorable, que les Français ne seraient pas majoritairement satisfaits. Alors il y a tout un tas de critiques qui sont émises et qui sont, à mon sens, légitimes vis-à-vis de Nicolás Maduro. Il y a aussi des personnes, on l'a vu lors de manifestations récentes, qui sont des soutiens au gouvernement. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un mécontentement
il est légitime, je dirais même qu'il est sain dans une démocratie, mais il faut faire attention à utiliser les outils de la démocratie. Les outils de la démocratie, c'est la manifestation, le droit de se mettre en grève, le droit à l'expression publique, et non pas la violence. Quelle est votre opinion sur les violentes manifestations qui se déroulent actuellement au Venezuela ? Les troubles qu'on a au Venezuela, on va dire qu'ils ne sont pas récents. Régulièrement, il y a eu des manifestations plus ou moins violentes qui sont exprimées avec plus ou moins de virulence, et puis des manifestations d'étudiants, il y en a régulièrement. Là, ce qu'il faut poser comme question, c'est est-ce que c'est une tentative de rejouer le coup d'État de 2002 ? Est-ce que c'est une tentative d'assurer un coup d'État comme ce qui s'est passé au Honduras pour destituer le président Zelaya en 2009 ? Donc ça, c'est des questions qui dépassent le cadre du Venezuela. Une fois de plus, les manifestations, elles peuvent être légitimes. Elles sont le signe d'une bonne démocratie. La question qui se pose maintenant, et là, il faudra faire la lumière dessus, c'est la question des violences. Qui aujourd'hui aurait intérêt à ce qu'il y ait des violences? Certainement pas le gouvernement, certainement pas, puisque c'est dans ce contexte que je veux dire, on est de plus en plus soumis à la critique, et il a été démontré en tous les cas, ça c'est des révélations qui ont été faites dans les câbles Wikileaks, qu'il y a clairement un appui d'une partie de l'opposition à Chavez par les départements d'État américains, par tout un tas de méthodes. Donc il y a une véritable interrogation pour savoir qu'est-ce qui se joue, pourquoi à ce moment-là. Parce qu'une fois de plus, manifester, si c'est des revendications sur la question des bourses pour les étudiants, sur la question de l'enseignement, on peut l'entendre, mais demander le départ d'un gouvernement qui est élu démocratiquement, imaginez demain en France, on sort dans la rue massivement, comme ça a pu être le cas pour certaines personnes, en disant Hollande démission, Hollande dehors, mais sauf que les institutions ont prévu des élections que le président a remportées, et donc il est censé emmener son mandat à terme. Alors l'intérêt aujourd'hui, il y a plusieurs types d'intérêts. Il y a la question bien évidemment des richesses, et notamment du pétrole. Et puis il y a une question d'ordre régional. Aujourd'hui, on est en train d'assister à des formes d'intégration régionale, de liens, d'un renforcement des liens dans les différents pays latino-américains. D'ailleurs, il a été évoqué par l'opposition à Nicolas Maduro une possibilité d'intervention américaine, ce à quoi l'UNASUR, qui est un organe, on va dire, interrégional entre les différents pays latino-américains, qui s'est complètement opposé en disant que ce sont plutôt nos affaires. Donc il y a un véritable enjeu qui se joue dans la région, d'avoir un petit peu des gouvernements relais. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu à maintes reprises dans l'histoire des opérations menées avec le soutien des Américains, notamment l'opération Condor au soutien contre les régimes qui étaient d'inspiration marxiste. Donc il y a des intérêts un petit peu immédiats, puisque l'Amérique latine a toujours été plus ou moins la chaise gardée des Américains, et on voit ce mouvement. C'est pour ça que Hugo Chavez a été un peu la personne qui a voulu en finir avec cette doctrine Monroe, cette assise qu'ont pu avoir les Américains, qu'ils ont eu de fait par une colonisation en 1898 avec leur installation à Porto Rico et puis à Cuba par la suite.